Bonjour à tous, ici Chaos et on est reparti parce qu'on est lundi, il est 13 h. Vous avez normalement mangé ou vous êtes en train ou vous avez fini, mais en tout cas vous êtes dans la détente du lundi et nous allons faire la dernière partie de ce mythique Catch the Flag. Le gars, ça y est tout de suite, ça y est, il est à peine commencé, il se lance déjà des fleurs. On va faire la dernière partie du Catch the Flag Kaifyofan 2. Partie qui est peut-être la plus difficile de toutes, évidemment c'est la fin, donc forcément c'est la partie la plus dure. Pour commencer, nous allons dire bonjour à tous les gens qui sont là. Bonjour Big Gameowski, bonjour Chris, bonjour Elcap, bonjour Azarat, tiens salut Azarat. Comment il sait ça? Une pub pour Alita. Ah, vous avez vu une pub pour Alita, là, oui, c'est effectivement, c'est un drôle d'endroit que de mettre une pub pour Alita sur ma chaîne. Je ne comprends pas le français. Ok, Chris, très bien. Eh bien, nous allons, hop là, démarrer. Non, c'était pas du tout cette fenêtre-là. Voilà, perdu. C'était celle-là. Voilà, avec une Kali. C'est tout de suite mieux. Donc, où en étions-nous? J'espère que vous avez bien tous suivi les épisodes précédents. Sinon, il y a les replays sur YouTube. Bonjour, Saoko. Nous en étions à... on avait eu l'accès SSH à notre machine et nous allions essayer de faire quelque chose, hein, une fois qu'on était en SSH sur la machine. Alors pour ça, d'ailleurs, il faut que je me remette dans la situation où on était. Puisque évidemment, vu que j'ai redémarré la VM, forcément, elle s'est réinitialisée. Donc, on va refaire rapidement les premières étapes, à savoir le petit FTP. Je vais mettre là. De toute façon, normalement, comme je suis malinx, j'ai gardé tous les fichiers qu'on a utilisés les dernières fois. Donc, petit FTP sur l'adresse IP 16921. Donc pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire, hein, je vous invite à revoir les épisodes précédents dans lesquels on explique le début, hein, voilà. Donc, on met la clé dans la serrure. La clé, elle est là. Hop, dans la serrure, elle est là. Ça, c'est bon, on a mis la clé dans la serrure. Donc du coup, le serveur web s'ouvre. Alors, on a la clé SSH hein, de la dernière fois, de l'épisode précédent, on avait récupéré la clé SSH, donc on pourrait se dire, on n'a qu'à tout de suite se connecter en SSH, mais non, le port SSH n'est pas encore ouvert. Rappelez-vous, hein, c'est une espèce de boîte poupée russe, quoi. Hein. Pour ouvrir le port SSH, faut quand même quelques étapes. Alors, en fait, les prérequis, c'est que, faut d'abord ouvrir l'Apache. Faut d'abord lancer le serveur web. Pour lancer le serveur web, faut mettre la clé dans la serrure par le FTP. Et donc, pour après ouvrir le SSH, en fait, il suffit le point de déclenchement, en fait, c'est uniquement quand il y a un fichier d'uploader. Donc, pas forcément un shell. Donc là, nous, la dernière fois, on a fait des shells, on a fait plein de trucs pour après aller chercher la clé SSH, mais là, on l'a déjà. Donc en fait, là, le déclencheur qui fait que le port SSH s'ouvre, c'est n'importe quoi, en fait. Il faut juste envoyer un fichier, peu importe lequel. À partir du moment où on a envoyé un fichier qui a eu un upload de fait, en fait, c'est là que la cron tab réagit. Donc voilà, petit secret de fabrication, la cron tab qui ouvre le port SSH réagit juste au fait qu'on a uploadé quelque chose, quoi. Ce qui est une marque que vous avez réussi à atteindre cette étape-là, en fait. Donc, hop là, on a fait, donc là, normalement, la dernière fois, on en était rendu à SSH Bob. Donc, si vous avez rien compris de ce que je viens de faire à toute vitesse, regardez les vidéos précédentes. Moins P 26922 et moins I clé SSH. Et vous allez voir après, il y a plein d'autres choses à découvrir. On va s'éclater. Hop là, c'est bon. Ok. Donc voilà où on en était. Oui, tout à fait. J'ai pas encore bu. Et d'ailleurs, j'ai pas de Coca-Cola. C'est une catastrophe. J'ai rien à boire. On va essayer de tenir 1 heure. C'est pas la canicule. Normalement, c'est bon. Donc, on en était là la dernière fois. C'est-à-dire qu'on venait d'avoir le SSH sur la machine. Et on se demandait ce qu'on allait faire ensuite. Mais j'avais fait des gros clins d'œil sur le fait qu'il y avait des choses là intéressantes. Mais on va regarder ça tranquillement. Déjà, je vais vous reposer quand même la question, voir si quand même vous avez un peu travaillé, hein, depuis la dernière fois. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fini depuis? Alors, je parle pas de ceux que je sais déjà, hein, qui ont déjà fini. Il y a eu un boom là. Bon, le chat est en train de faire n'importe quoi dans la salle de bain. Donc je disais quoi? Oui. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fini depuis? Hein, sachant que on avait bien avancé quand même les épisodes précédents, donc ceux qui étaient bloqués avant, il restait plus qu'une étape, parce qu'il y en a qui ont testé le truc. Je ne sais pas encore. Bon, Pikamoski, je ne sais pas pourquoi je sens que tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu nous racontes?
C'est la faute à Chris, c'est lui qui devait amener le cacolac. Ah bah alors Chris. Non mais Chris, déjà que à chaque épisode Chris il donne les infos, il donne les tips, il a l'air de tout savoir. On dirait presque qu'il l'a fait. Alors il va pas en plus ramener le cacolac, faut pas déconner. Alors Azarat pas du tout, d'accord. Bon, après, en fait, c'est toujours pareil, il y a plein de gens connectés, je vois les noms, hein. Je dénonce pas, mais je vois des noms, et vous ne parlez jamais, il faut pas avoir peur, hein. N'hésitez pas à parler, moi j'adore parler, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, et donc, faut pas hésiter à venir, à raconter des trucs, à poser des questions surtout, parce que des fois j'explique des trucs, et vous comprenez pas, et faut pas hésiter à demander, voilà. Bref, alors, où en étions-nous? Donc on en était là, et il y avait des indices, déjà un gros comme une maison, hein, je vous ai déjà dit, hein, les catch de flag que je fais sont intéressants à faire d'un point de vue technique, quoi. Ils vous font réviser des bases, mais ce ne sont que des bases, hein. Ils vous font pas réviser des trucs super compliqués, donc en général il y a des gros indices, et il suffit de regarder tranquillement, de se poser, de se reposer, et vous allez trouver les solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un répertoire qui s'appelle PEDA. Et ça, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez ce que c'est. Mais bon, on va avancer un petit peu. Ensuite, vous avez donc un fichier PEDA session test. Vous avez donc un binaire test avec... là, c'est au-dessus. Un binaire test qui est tout en rouge. C'est pas pour rien qu'il est tout en rouge. Qui est d'ailleurs propriétaire root. Et nous avons un fichier todo.txt. Alors, on pourrait aller chercher ailleurs dans le serveur, hein, mais là, on sait, c'est là que ça se passe. Hein. Je vous épargner la longue phase de, on va regarder partout sur le serveur, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'intéressant. Ça, c'est, vous le faites chez vous. Moi, je connais déjà la solution. On va s'épargner les trucs un peu chiants. Donc, en fait, tout était là. Hein. Les indices étaient gros comme une maison. C'est surtout ça, en fait. Hein, le fichier binaire en rouge, test en rouge, là, avec un petit S ici, là, le 7UID ou le, oh, je sais jamais, c'est le S-bit, quoi. Hein, le truc important. Qui fait que, qu'est-ce que ça veut dire en fait en Linux, pour ceux qui ne savent pas encore, quand vous avez un fichier rouge comme ça avec un petit S ici, ça veut dire qu'en fait quand on va le lancer, il va s'exécuter avec les droits de son propriétaire. Donc tout le monde peut le lancer, hein, vous voyez le X il est sur tous les users, mais quand on va le lancer, il va être avec les droits root. Voilà. Donc, suivant ce qu'il permet de faire, potentiellement, en le manipulant, on aura les droits root, on pourra lui faire des choses en tant que root. Donc c'est à ça, évidemment, qu'on va s'atteler. Alors on va regarder, voilà, je sais plus conjuguer, je vous l'avais montré la dernière fois, donc le todo.txt, avec dedans plusieurs petites choses, il y avait du lore, et du background, je vous appelez ça comme vous voulez. Donc chercher moteur de bloc sécurisé, demander à Alice la charte graphique, parce que dans ce monde merveilleux qui est l'univers du lore de KFIOFan, il y a Bob et Alice, hein, Bob étant le technicien, Alice étant plus la marketing, commercial, je ne sais pas, enfin la graphiste, hein, du coup. Donc c'est elle qui fait la charte graphique. Voir pourquoi GCC dit que Getz est dangereux. Alors ça, je vous l'avais dit la dernière fois, je ne sais pas si vous avez fait vos travaux de vacances, si vous avez regardé pourquoi GCC dit que Getz est dangereux, mais c'est évidemment ça qui va nous servir pour la suite. Chercher Chaos avec Maltego, alors ça c'est petit clin d'œil parce que je vous avais fait il y a longtemps maintenant une vidéo sur comment ça marche Maltego. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir. Si on a le droit en écriture, c'est fini. Ouais, tout à fait. Là, on n'a pas le droit en écriture. Donc, de fait, c'est pas aussi simple. Acheter un kebab, oui, bon, ça, je ne sais plus pourquoi. Bob mange des kebabs, voilà. Et envoyer fanfic sur le fauve, ça, alors j'adorerais. Faites-moi des fanfictions sur le fauve. Vous ne savez pas ce que c'est, bah, vous ne pouvez pas en faire. Mais pour ceux qui connaissent le fauve, hein, avec le petit dessin qui est au-dessus, là, c'est le... avec des gros guillemets, le roman que j'écris de mon côté, il y a tout un univers, enfin voilà, c'était pour rattacher un petit peu l'univers du hacking avec l'univers de mes romans, donc voilà, petit clin d'œil, envoyez une fanfiction de fauve, je prends si vous en avez. Bref, ce qui nous intéresse c'est ça. Pourquoi GCC dit que Getz c'est dangereux? Alors pourquoi? Le savez-vous? Avez-vous regardé? Ou n'avez-vous pas regardé parce que c'est les vacances, c'est que vous avez les doigts de pied en éventail à siroter des cocktails, ce que je peux comprendre évidemment, ce n'est pas mon cas, mais je comprends que vous ayez envie de le faire. Moi personnellement j'étais en canicule en train de fondre quelque part par là-bas, hein, voilà, avec 5 ventilos pointés sur moi, mais voilà, mais sinon ça va bien. Donc, non, personne. Alors, GCC dit que Getz est dangereux parce que Getz est susceptible de faire des buffer overflow. Et oui. Getz, donc c'est une instruction en C, hein, c'est une instruction en C, qui ne vérifie pas bien, en fait, la mémoire.
Donc get une fonction pour saisir des données. C'est-à-dire que vous faites un get quand vous lancez get sans C, il va afficher un prompt, il va demander à l'utilisateur de saisir une variable. Vous tapez un texte, n'importe quoi. Donc on fait un get, on récupère le contenu de la variable et on l'envoie dans la mémoire. Le problème, c'est que get, il envoie dans la mémoire, il s'en fout. Enfin voilà, il cherche pas à réfléchir plus que ça, il l'envoie dans la mémoire. Et donc il n'y a aucune protection sur écraser d'autres données, des choses comme ça. Et donc get, c'est totalement propice à du buffer overflow. Donc si vous n'êtes pas trop innocent sur le hacking, entre cet indice-là et cet indice-là, vous aurez compris que nous allons tenter une escalade de privilèges via donc ce fameux buffer overflow qu'il y a sur le binaire. Voilà. Salut Asborg, comment ça va-t-il? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va déjà, avant toute chose, lancer le binaire, voir ce qu'il fait. Parce que peut-être que ça se trouve, il nous donne une droite route tout seul. Voilà, il n'y a peut-être rien besoin de faire, on ne sait jamais. Voilà, après tout c'est Bob. Alors, c'est un donc fichier binaire, on le lance, il nous demande un mot de passe, d'accord. Des suggestions de mots de passe sympa comme live, Tenchrock, FR. Ah oui, il n'y a pas de I. Tenchrock, pardon. Tenchrock. Eh bien, merci à toi. Donc, mot de passe, allez, on va mettre Toto. C'est pas le bon mot de passe. Il se passe rien. Ah, il attend une touche, voilà, hop, il s'est rien passé. Donc, on a un fichier binaire qui demande un mot de passe. On le connaissait pas, hein, manifestement, donc il nous a envoyé bouler. Dans un premier temps, je sais pas ce que vous en pensez, on va essayer de trouver le mot de passe. Ça me paraît un bon début, même si on sait déjà que ça va pas suffire. Hein. Vu, je vous ai dit, on a le petit SUBIT là, on a le petit buffer overflow là, on sait déjà qu'on va faire de l'escalade de privilèges par buffer overflow, mais voilà, on va déjà être innocent et regarder qu'est-ce qu'il est, quoi est-ce le mot de passe qu'il nous demande. Alors pour ça, comment on fait? Oh, ça vous avez déjà vu faire normalement 1 million de fois, au moins dans mes vidéos, mais sûrement ailleurs aussi. On va commencer par regarder toutes les... Oh non, le cap, t'emballes pas, on regarde la mémoire vive qui nous dit. Avant toute chose, on va d'abord analyser le fichier binaire, à plat, sans le démarrer, sans rien faire. Enfin là, on l'a exécuté, mais on va d'abord le regarder. Donc, on va faire un petit file d'abord, tiens, pour commencer. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un fichier binaire, 64 bits, compilé dynamiquement, apparemment, sur la librairie qui est là, donc x86-64so2, qui en fait il a été, pour donner les vraies infos, le compileur est là en fait. Ah non, tiens. Oui, si, c'est ça, oui. Le compileur est installé en fait sur cette machine, donc en fait je l'ai compilé sur place. Donc la machine étant 64 bits, c'est un binaire compilé 64 bits. Donc bon, là-dessus on n'est pas beaucoup plus avancé, on va regarder les strings. Les strings, c'est très important de regarder les strings. Ah, ne sortez pas cette phrase hors du contexte, bien sûr. Quand on regarde les strings, c'est-à-dire les chaînes de caractères qu'il y a dans un fichier binaire, on peut trouver plein d'informations sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information sympathique? Bon, là, le nom des librairies, on s'en fout. Le nom de fonction, donc ça veut dire quelque part que c'est des fonctions qui sont utilisées. Get, spoof, printf, bon, là-dessus, il n'y a rien de... Voilà. Comparation de chaînes, bon, ce qui paraît assez logique. Tiens, on a le numéro de version de la GIPC, donc c'est la 225, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? Awawa, bon, d'accord. AUTL... Ah, là, on a une chaîne de caractères. Lancement des bugs, bon, lancement des bugs. Là, on a touch root authorize Bob. Tiens donc, on dirait une commande bash. Hein, c'est intéressant. Code retour. Voilà, code retour. Merci pour le sub, Sir SpongeBob. C'est très sympa à toi. Normalement, il y a un jingle. Je ne l'ai pas entendu. Bon, il devrait pas tarder à arriver. Il faut le temps qu'il réagisse. Donc on a une chaîne de caractères mot de passe, on a une chaîne là qui s'appelle Alice est nulle. Effectivement, un message pour Alice, dit Asborg, tout à fait. Là on a mauvais mot de passe, et là ensuite nous avons, alors ceux qui ne connaissent pas, un extrait de poésie, car voici, d'ailleurs, où il n'y a pas les accents d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas les accents, bon bref. Bon, on a pas mal de chaînes de caractères en fait, hein. Mais il y en a quand même une qui est plus louche que les autres, c'est-à-dire que là, ça a l'air d'être un affichage, ça, lancement des bugs, c'est un affichage. Là, on a une commande bash, ouais. Là, code retour, mot de passe, tout ça, ça a l'air des affichages. Mauvais mot de passe, c'est un affichage. Donc on a ça, Alice est nul, tout attaché, bon, voilà, ça pourrait être notre mot de passe, ou alors une des phrases qui sont en dessous, là.
J'ai encore des trucs après, mais après c'est quoi? Oui, GCC, machin, après c'est d'autres trucs chiants. Ouais, c'est des noms de fonctions, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais enfin, voilà, dans le texte pur, on a toute cette partie-là qui est intéressante, et potentiellement pourrait contenir le mot de passe qu'on cherche. Il fallait préciser UTF-8 pour qu'il affiche les accents. Oui, je sais même plus c'est quoi. Man. Je ne sais plus. Mais je croyais que j'avais mis le serveur en UTF-8, mais bon, c'est pas très grave. C'est peut-être string qui n'affiche pas l'UTF-8 par défaut, ça doit être ça. C'est combien? L'encoding, il est là. Donc c'est -E, et UTF-8, ça va être... Little India, Schizo... Ouais, c'est pas dans la liste des choix. C'est impossible for S. Grand S, petit B, L, grand B, on s'en fout de tout ça. Ah si, ce serait le grand L du coup? Non, attends, c'est pas ça. Par défaut, c'est peut-être encodé pas en UTF-8, je sais pas comment ça se passe sur le binaire, ouais, je sais pas non plus. Au pire, c'est pas grave, c'est juste les accents, tout à fait. Il manque des accents, mais ouais, on va pas s'emmerder. Oui? Waiting? Non? Là? 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 Voilà. Donc, potentiellement, on a quand même quelques chaînes intéressantes, mais on va pas se mentir, celle qui est la plus prometteuse, c'est celle qui ressemble pas à une phrase en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là, ça c'est une phrase, ça c'est une phrase, et celle-là, elle est toute achachée, elle est louche, hein, quand même. Et s'il y a un accent dans le mot de passe, bah peut-être, mais bon là en l'occurrence le mot de passe c'est Alice est nul. À moins qu'il y ait un accent quelque part qui serait planqué, Alice est nullée, mais je vois pas trop bien où il y en aurait. Donc on va essayer Alice est nul, hein, parce que c'est quand même notre meilleur candidat dans tout ce qu'on voit. Donc tout attaché, Alice est nul. Qu'est-ce que ça fait? Ouh là 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 là. Et là on voit les accents en plus, c'est magnifique. Donc effectivement le mot de passe qu'on recherchait, c'était bien Alice est nul. Donc on l'a trouvé, juste en faisant un petit strings sur le fichier binaire. On a trouvé notre mot de passe. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça affiche un petit extrait de poésie. Car voici le fauve enragé qui en mon cœur survit, idole d'un monde passé, dieu d'un pays englouti. Là encore, clin d'œil à ceux qui lisent mes écrits autres que mes vidéos sur YouTube, donc mes écrits quoi en fait, mon blog, c'est un extrait d'un poème que j'ai composé moi-même. Oh là là, mais oui, j'ai fait de la poésie quand j'étais jeune. Et en fait c'est le poème, alors c'est un tout petit bout du poème, hein, mais c'est le poème qui a servi d'inspiration au roman en fait dont je vous parlais il y a 5-10 minutes. Donc c'est un petit poème qui est sur mon blog, et du coup c'est un extrait, parce que bien sûr ce sont des KFIO-fans, ce sont des fans de Chaos Robotique bien Oblivion, donc forcément ils sont fans de tout mon travail et pas juste de mes vidéos de hacking. Est-ce que t'as pécho avec ce poème? Eh bien sûr que non, bien sûr que non. J'en ai envoyé bien sûr quand j'étais petit, plein à des filles, et ça n'a jamais servi à rien. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, le romantisme est mort, sachez-le, hein, on est en 2019, hein, c'est fini ce temps-là. Ça reviendra peut-être, je ne sais pas. Peut-être que maintenant il y a... Ah tiens, j'ai fait un T nul qui traîne pour... je sais pas pourquoi. Il y a un T nul qui reste. T nul. Bon bah c'est le serveur qui me parle. Hop, allez, on va enlever le T nul. Voilà. Donc, en tout cas, on a un binaire qui réagit quand on met un mot de passe, mais ça nous fait une bien belle jambe puisque bah ça fait rien, en fait. C'est-à-dire que quand on met pas le bon mot de passe, il y a un texte qui dit pas bon mot de passe, et quand on met le bon mot de passe, et bah il y a un poème, ce qui nous fait une belle jambe. Mais manifestement, on a sûrement mieux à faire que ça. En l'occurrence, parce que le todo.txt nous l'a dit, hein, il a dit bah oui mais gets c'est dangereux, il faut pas utiliser gets, c'est pas bien. Et on a vu, hein, quand on a fait le strings test, qu'il y a du gets, hein, c'est écrit au début, la liste de toutes les fonctions qui sont utilisées, et vous la voyez ici, hein, gets. Donc il y a bien du gets qui est fait dans ce binaire, c'est-à-dire que gets c'est la commande qui permet de saisir une chaîne de caractères, hein, donc en fait, là au moment où il me demande la saisie de mot de passe, et bah c'est un gets. Donc Toto, voilà, là il a fait un gets. Donc, ouais, passe. Et puis quand on tape le caractère à la fin aussi, il demande d'appuyer sur une touche à la fin. Hein. Si vous voyez là, il a pas encore rendu la main. Si j'appuie sur entrée, là il rend la main. Donc il y a peut-être un deuxième gets ici. On va regarder ça de plus près. Et pour ça, eh bien l'autre indice qu'il y avait, hein, c'est PEDA. PEDA, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un module, c'est un plugin en fait pour GDB.
donc que je vous ai déjà montré plein de fois dans mes vidéos, parce que c'est le plugin que j'ai installé par défaut sur GDB partout. Alors c'est pas celui qui est, quand vous installez par défaut, là c'est une Debian, quand vous installez GDB, vous avez pas ce plugin là, mais moi j'aime bien parce que ça fait un affichage qui est plus lisible je trouve, et donc je le mets systématiquement quand je fais du reverse engineering, donc quand j'utilise GDB. Alors on va regarder ça dans le détail, puisque c'est là que les grosses flèches pointées en néon nous disent d'aller, on va y aller. GDB, c'est parti, on va faire du reverse, et oui, si vous vouliez pas faire du reverse, bah tant pis, puisque ce live va être entièrement consacré à faire du reverse. Vous savez voir du simple reverse, hein. C'est pas comme mes vidéos précédentes où je vous avais expliqué le reverse de long en large, voilà, en long, en large et en travers. Là, c'est du petit reverse engineering, vous allez voir, petit mais costaud, faut savoir le faire. Bref, qu'est-ce qu'on a? On commence donc par décompiler notre petit binaire pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, info function. Qu'est-ce qu'on a dedans? Nous avons plusieurs fonctions. Hein. Là, le binaire, il n'est pas lancé. Hein. C'est juste, je le décompile. Oui, ça, je le décompile, je le désassemble pour regarder dans le détail. Donc, on a toutes ces fonctions-là. Donc la fonction init, on a un appel à puts, un appel à system, printf, string compare, getchar, gets, donc bon, on peut déjà deviner, un put c'est pour afficher des trucs, system c'est un appel au système, donc là ça peut être intéressant, print c'est aussi pour afficher des trucs, string compare, donc c'est pour comparer des chaînes de caractères, là c'est pour choper mais juste un caractère, donc c'est peut-être typiquement le truc à la fin, où il vous demande d'appuyer sur une touche, gets, donc ça c'est clairement la saisie quand il vous demande le mot de passe. Après, nous avons les fonctions de base, start, machin, ça c'est des trucs qui sont par défaut. Frame du mi, je sais même plus ce que c'est, ça doit être par défaut aussi. Ensuite, nous avons un debug, nous avons un main, donc ça, le main c'est la procédure principale, et encore du blabla qui est standard. On n'a pas, contrairement à ce que j'avais pu vous montrer dans les vidéos de reverse engineering, on n'a pas de fonction en Gov. GOV, ouais c'est ça, en Gov, on a que du PLT, donc ça veut dire qu'on a que des fonctions, on fait que des appels de fonctions à l'intérieur du binaire en fait, on va pas aller chercher, enfin si, on va chercher que ces fonctions-là de glibc, tout le reste là c'est des fonctions en interne, et il n'y a pas de... Le mécanisme Gov qui est au milieu qui permet de lier des librairies qui bougent dynamiquement dans la mémoire en fait. Donc là en fait ce que ça veut dire c'est que la libc quand elle est chargée est toujours au même endroit. Voilà. Juste comme ça tu pourrais pas télécharger le fichier sur ta machine pour l'éditer et le réinjecter après par le FTP ou par une commande SCP. Alors non, puisque en fait le fichier là, l'actuel qu'on est en train de décompiler, c'est un fichier dont le propriétaire est root. Hop là, il est root, donc si je le ramène chez moi, que je bricole des trucs dessus, et que je le remets sur la machine, bah au moment où je vais le remettre sur la machine, je vais être Bob. Donc je vais le mettre en Bob. Donc en tant que Bob, il n'aura pas les droits qu'il a là en tant que root. Donc non, on ne peut pas le déplacer, il faudrait l'éditer sur place, voilà. Alors après, on n'a pas les droits en écriture, donc on ne peut pas l'éditer, mais on peut l'exécuter, et c'est là qu'on va s'amuser. Donc c'est là où en fait on est obligé de balancer de la décompilation et puis regarder un petit peu plus dans le détail. Donc non, on peut pas juste bêtement aller le récupérer et l'améliorer. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a la fonction main, on va regarder ça en premier, c'est quand même la plus importante, il n'y a pas de M, disas, voilà, disas main, voilà qu'est-ce que fait notre binaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? On l'a vu, hein, donc globalement qu'est-ce qu'il fait? Il affiche une chaîne de caractères, il affiche mot de passe, après il nous demande de saisir un truc, donc alors attendez, hop là, ici, call puts, là il va afficher quelque chose, ensuite call gets, ah super, pour les vieux, hein, hommage, c'est une marque de dentifrice, hein, ça existe encore, call gets? Je sais même plus, je suis en train de dire pour les vieux mais ça se trouve ça existe toujours. Bon bref, call gets, la discrétion qui veut rien dire. Call gets, donc ça c'est le moment où on demande la saisie d'une chaîne. Ensuite nous avons le string compare. Donc voilà, il compare la chaîne de caractères à la chaîne à lycée nul, hein, du coup on le sait déjà, pour voir si c'est la même. Après nous avons un petit jump, si c'est la bonne, alors jump à 74, donc 74 c'est ici, et affiche quelque chose. Ça existe encore Colgate, d'accord. Bonjour Tamia Minimus. Bonjour Tamia Minimus.
Donc si on a la bonne chaîne de caractères, on saute à l'adresse plus 74 qui est ici. Et là on fait un affichage. Et après c'est hop, merci pour le follow Rafio25. Rafio25. Merci beaucoup. Donc oui, et là et après il demande d'appuyer sur une touche et le binaire s'arrête, hein, c'est la fin, livrette. Et soit c'est pas la bonne chaîne de caractères, et en fait il affiche une autre chaîne, qui est sûrement mauvais mot de passe du coup, et là il fait un jump à 86, donc jump 86 c'est pareil, on arrive à la fin en fait. Hein. Donc soit en fait la comparaison de la chaîne de caractères, elle fait juste soit ce pouce là, soit ce pouce là, suivant la chaîne qu'on a mis. Donc tout ça ne nous avance pas à grand chose en fait, parce que bon il y a bien un guess ici, qui est potentiellement exploitable, mais à part ça, on a rien de très très intéressant dans ce binaire. On va regarder la fonction debug qui est ici. Parce que la fonction debug, elle n'est pas appelée là, hein, si vous regardez bien. Donc là, on fait un jump main un peu plus loin, là on fait un autre jump main un peu plus loin, mais à aucun moment on appelle la fonction debug, alors qu'on est dans le main, donc il n'y a pas de raison. Ça, c'est des appels à glibc, donc il n'y a pas de... À moins que la glibc ait été trafiquée, il n'y a pas de raison que glibc appelle la fonction debug. Donc là, on n'appelle jamais la fonction debug, ce qui paraît logique en même temps, puisque c'est du debug. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle fait. On va regarder en détail. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction debug? Elle affiche une chaîne, et là, hop, elle fait un appel système. Ah, ça c'est intéressant. Elle a fait un appel système, elle exécute une commande système. Si on remet un petit peu les éléments dans leur contexte, on sait ce qu'elle fait en fait. Parce que, rappelez-vous, c'est là où intervient ce que je vous disais souvent dans mes vidéos, à savoir qu'à chaque fois que vous trouvez quelque chose, il faut l'écrire quelque part. En fait, vous faites des copier-coller tout ce que vous trouvez à chaque fois, pour après regarder à tête reposée et vous dire ah bah oui tiens ça et ça va ensemble en fait. Donc en fait là il y a un appel système, donc il y a un appel à une commande bash, et en fait quand on regarde tout ce qu'on avait comme string dans le binaire, on l'a la commande bash, elle est là en fait. Il y a un touch root authorize Bob. Donc ça c'est intéressant. L'assembleur c'est du code entré par les devs en dur ou c'est des instructions générées par l'OS? Alors l'assembleur c'est le langage de l'OS, enfin on peut programmer en assembleur si on veut, hein, si on est un peu brutasse, mais plus personne fait ça de nos jours, hein. En fait on pourrait coder comme ça là, en faisant de l'assembleur. Mais ça se fait plus maintenant, hein. Plus personne fait ça. Donc là en l'occurrence c'est, je peux même vous le dire, je sais ce que c'est du C, c'est un programme en C qui a été donc compilé avec GCC, et donc GCC transforme le C en assembleur. En fait, pour qu'un programme soit exécutable, il faut qu'il soit en assembleur. Donc en fait, c'est quand même des instructions générées par l'OS, c'est-à-dire que le binaire que j'ai assemblé, l'exécutable là, il va s'exécuter sur tel type de processeur en fait. Là, il a été exécuté pour, je pense qu'il a simulé, parce que c'est une VM, donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'il met comme pros, mais il lui a mis du langage assembleur qui correspond à ce processeur là. Donc ce binaire là ne fonctionnera que pour des assembleurs, enfin pour des processeurs de la même famille en fait, hein, qui comprennent les mêmes instructions. Mais si, donc c'est généré par l'OS si on veut. Mais au-delà de ça, le langage assembleur est relativement universel, mais plus personne ne programme en assembleur, parce que c'est un peu compliqué, un peu chiant, hein. Typiquement, je sais pas, là, voilà, tout ça affiche une chaîne de caractères. Bon bah maintenant on fait ça avec un print, hein. C'est quand même plus sympa que de s'emmerder avec tous les push, les machin, les calls, et puis en plus mettre les bonnes valeurs dans la bonne mémoire, enfin bon, c'est galère. Donc on ne fait plus ça. Bref, donc on a une fonction debug qui fait un appel système, et on sait quel appel système elle fait, puisqu'en fait on l'avait plus bas, là, je sais plus où il est, voilà, il est ici. On sait qu'elle va faire un touch. Elle va, en fait, donc du coup, le binaire, quand on appelle la fonction debug contenue dans le binaire, il va faire un touch de ce fichier-là. /root /authorizeBob. À quoi ça sert? On sait pas. Mais il va le faire. Est-ce que c'est intéressant? On sait pas non plus. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a d'intéressant au niveau de ce fichier. Donc on a deux fonctions, on a la main et on a la debug. Comme on en a que deux, on va pas non plus chercher midi à 14h. Alors, en fait, il y a deux façons de finir cette partie-là du challenge. Donc on a compris avec tous les indices qu'il va falloir
faire un buffer overflow. Donc ceux qui ont déjà fait du reverse engineering savent pourquoi c'est évident. Les autres, je vous invite à regarder, j'ai fait, c'est une série de 3 vidéos, je crois. Oui, il y a 3 vidéos qui expliquent vraiment de A à Z le reverse engineering, tout ce qu'on peut faire avec, pourquoi, comment. Là, l'idée, en fait, hein, c'est de forcer le binaire, donc qui pour l'instant ne fait que sa routine main, à exécuter autre chose, donc en l'occurrence ici la fonction debug. Donc ça c'est une première solution, soit on force le binaire à exécuter la fonction debug, voilà, et on verra bien ce qui se passera, parce que c'est pas évident que ça va nous donner quoi que ce soit comme route, hein, il y a des flèches qui pointent vers le fait que c'est sûrement intéressant, mais pour autant, voilà, il va faire un touch, ça nous fait une belle jambe, mais c'est pas ça qui va nous faire route. Donc, soit on bricole le binaire pour que il lance sa fonction debug, soit vous suivez l'autre route, qui est le hard mode, hein, mais que certains tipeurs ont fait, c'est Asborg qui m'en a parlé, il me semble, que certains ont fait dans les tipeurs, en fait, où vous pouvez suivre mes tutos de reverse engineering à fond et aller jusqu'à faire du rob chain, du retour to libc, et donc exécuter des commandes système complètement autres en fait que celles qui sont là disponibles dans le binaire. C'est-à-dire qu'au lieu de s'emmerder à dire bah je vais faire exécuter la fonction debug là, vous allez carrément lui dire bah je vais faire exécuter un shell, point. Allez hop, alors point, c'est la fonction la plus dure. Enfin c'est plus dur de faire exécuter un shell que de faire juste exécuter des bugs. Hein. Donc c'est le hard mode, mais dans l'absolu, effectivement, c'est un chemin qui paraît cohérent, et d'ailleurs qui marche, hein, puisque les tipeurs l'ont prouvé. En l'occurrence, c'est pas le chemin que j'avais prévu moi, parce que bah c'est pas un cache de flag avancé, hein, c'est des techniques simples. Donc l'idée, d'abord, c'est d'arriver à faire simplement. Donc, tout ça mis à part. Donc après tout ce blabla, parce que je vous blablate, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On veut donc que notre binaire, quelque part, il exécute la fonction debug. Et on se dit que, voilà, vu qu'il y a un appel système, machin, vu qu'il est route, ça va sûrement faire des choses intéressantes. On sait pas quoi, mais ça va sûrement faire des choses intéressantes. Alors pour ça, comment on peut faire? Eh bien, on va attaquer, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la fonction gets, puisqu'on sait que c'est la fameuse fonction qui est sensible au buffer overflow. Donc le buffer overflow, qu'est-ce que c'est rapidement, hein, même si je vous invite à revoir les vidéos, qu'est-ce que c'est rapidement? En fait, c'est qu'on va saisir dans la variable, là où on met le mot de passe, une variable trop longue, et en fait, du coup, quand elle va être inscrite en mémoire, elle va écraser ce qui vient derrière. Donc si vous imaginez en mémoire, voilà, j'ai ma feuille, je commence à écrire mon texte, et puis là je dépasse de la feuille, et ben je continue à écrire sur la table. Voilà, la variable get c'est fait ça, elle écrit partout. Le problème c'est que bah, peut-être qu'en dessous il y avait une autre feuille, enfin là en l'occurrence oui, il y a d'autres informations dans la mémoire, et du coup on va écraser ces informations là. Et en écrasant ces informations là, et ben on va écrire ce qu'on veut en fait. Donc on va en comprenant ce que fait l'assembleur et en comprenant comment ça fonctionne, donc je vous invite à revoir les vidéos encore une fois sur le reverse engineering, et bien pour le replay YouTube je mettrai les liens parce que à force que je fasse des références, il faut que je mette les liens quand même. Et donc on va lui faire d'autres choses que ce qu'il est prévu. Justement en écrivant dans la mémoire, comme ça en altérant le programme en live si vous voulez. On va altérer la façon dont il fonctionne en live. Donc pour ça, on va commencer déjà par l'exécuter dans GDB. Donc, on va faire un petit start et on va voir ce qui bricole. Donc, on l'a exécuté en mode normal, comme ça, sans débugger. Hein. Maintenant, on va l'exécuter dans le débugger pour un peu contrôler ce qu'il fait. C'est là où on va voir aussi le fameux module pédale dont je vous parlais. Je vais peut-être mettre en plus grand. Ouais, mais il y a la chat qui gêne. Alors, attendez. On va se mettre là, comme ça. J'ai pas beaucoup de plus grand, en fait. C'est parce qu'il y a la caméra. Si je fais ça, bon, ça va gagner un petit peu de place. Hop, je vais me mettre au maximum et là. Voilà, comme ça vous voyez à peu près tout. Oui, enfin vous voyez tout, mais il y a beaucoup de, c'est très verbeux. Hein, donc ça c'est l'affichage avec le fameux module PEDA. En fait, il modifie un peu l'affichage, il met des couleurs, il met des trucs sympas. Il y a plusieurs morceaux. Alors d'abord il affiche les registres. Donc ça c'est toutes les variables qu'il a en mémoire, hein. Il a tout un tas de variables. Alors on est sur un système 64 bits, donc il y en a plus que ce que vous avez peut-être l'habitude de faire dans les challenges. Là il y a plein d'infos, hein. Il y a plein de variables stockées en assembleur. Ensuite nous avons le code, donc ça c'est vraiment ce qu'il est en train d'exécuter.
Donc là, en l'occurrence, il s'est arrêté à la ligne qui est marquée là, hein. Donc la prochaine instruction qu'il va exécuter, c'est celle-là. Ou c'est celle qu'il vient de faire, je sais jamais, bon, c'est là où il s'est arrêté en tout cas. Et donc après, on est au tout début du programme, hein. Donc le tout début du programme, là il s'est mis en mode pause avant de démarrer, mais la première chose qu'il va faire normalement, c'est afficher, entrer le mot de passe, ou mot de passe, je sais plus ce que c'était exactement la chaîne. Donc il va afficher quelque chose, et en fait on voit c'est là, hein. Donc il va chercher la variable, ici, et là il fait un call affichage. Voilà. Donc ça, cette partie-là, c'est le déroulé de ce que fait l'exécutable. Donc on voit qu'on est dans la fonction main, et voilà, donc ça démarre ici, tac. Ensuite, ça c'est la stack. Alors la stack, c'est un peu la même chose mais présenté autrement en fait. En fait c'est un mix de et le code qui va être en train de tourner et la variable, c'est l'ordre dans lequel il les traite, parce qu'en fait en assembleur, il a ce qu'on appelle la stack, donc c'est une pile quoi en français, hein, un empilement. Et en fait à chaque fois qu'il a quelque chose à faire, il met dans la pile. Alors je sais plus dans quel sens c'est first in, first out, je sais jamais. Bon, je suis pas un grand développeur, hein, donc on va pas aller dans le détail, mais enfin en tout cas il met ses instructions dans la pile, et au fur et à mesure il les dépile. Donc il dépile des variables, il dépile du code, il dépile tout sur sa même pile, donc ça en fait c'est l'état de la stack, où enfin ce qui se passe actuellement dans la stack. Et ça se traduit et par le code au-dessus, et par les variables au-dessus. Donc là, en l'occurrence, on est, on doit être là, j'imagine. De toute façon, oui, on est à 0 dans la stack. Donc la prochaine chose qu'il va faire, c'est ça. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, et ensuite, bon là, il y a la légende. Et là, donc, il nous dit qu'on est en pause. Donc voilà. Donc ça, c'est l'affichage PEDA. Moi, je l'aime bien parce que ça me permet d'avoir, surtout ça, en fait, de savoir où j'en suis dans le code. Et puis bah les variables, de savoir ce que j'ai mis, enfin tout me plaît bien, voilà, c'est un affichage que j'aime bien, donc je vais l'utiliser. Bref, on va lancer le programme, donc je l'ai déjà démarré, mais là il s'est juste chargé, il n'a pas démarré, mais maintenant on va faire un vrai démarrage, donc là vous voyez il est en train de se dérouler à l'intérieur du débugger, donc il me demande un mot de passe, hop, c'est le mot de passe, et toc, là il a fini de tourner. Donc là on a lancé le programme à l'intérieur de GDB, on n'a rien fait de spécial, mais on peut l'exécuter quoi. Alors maintenant, avec GDB, on peut mettre des marqueurs, des pointeurs pour lui dire bah arrête-toi à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc, on redémarre encore une fois. Et on va lui dire de s'arrêter, de faire une pause juste après le moment où on a saisi le mot de passe. Donc pour ça, on va retourner dans la fonction main, on va regarder l'endroit où on a saisi le mot de passe. On va faire une pause là, tiens, au moment où il compare les deux chaînes. Donc, on va faire une pause à cette instruction-là, c'est-à-dire que il va nous demander de saisir le mot de passe, et au lieu de continuer de faire la comparaison et d'aller à la suite, il va nous afficher, enfin il va faire la pause, il va nous afficher tous les informations PEDA, donc le register, le code en cours, etc. Donc on va faire une pause ici, là c'est bon, copier, tac, tac, tac. Donc B c'est breakpoint, donc ça veut dire je mets un marqueur à cet endroit-là, F c'est où? Là, voilà, ici, au moment où il compare les chaînes de caractères en fait. Ok, on a mis notre marqueur, on exécute enfin on laisse tourner le programme. Donc je mets Toto, hop, et là hop, il a atteint le break qu'on lui a dit, donc il s'est arrêté, il n'a pas continué le programme, hein, il m'a pas demandé de saisir une touche pour finir, il m'a pas dit si le mot de passe était pas bon ou pas bon, et donc on a un état de la mémoire en fait au moment où il s'est arrêté. Donc on a tout un tas de variables toujours pareil, on voit qu'il y en a une qui contient Toto, c'est celle qu'on a mis, elle est là, RAX. On voit qu'il y a une autre variable qui contient la chaîne qu'on cherche, donc ça aurait été un autre moyen de trouver le mot de passe qu'on cherchait. On voit que là il y a encore Toto, il est dans plusieurs variables, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on est en 64 bits. Bref, faut pas, je vous dis pas trop dans des détails, et en tout cas on voit RIP, ça c'est la prochaine instruction, en fait c'est celle où on s'est arrêté. Donc RIP c'est la variable qui contient l'instruction suivante de la stack, en fait. Donc là où on est arrêté, en fait. Voilà. Donc on sait, il va faire une comparaison, donc il a la variable avec laquelle il veut comparer, il a la variable qu'on a saisie, et il s'apprête à faire la suite. Bon, on a un petit état de la mémoire, et après, si je fais continuer, voilà, il fait sa comparaison, il dit mot de passe, fin du programme. Donc là, on a vraiment déroulé le programme dans le détail, dans PEDA, je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On veut faire bugger le programme, hein. On veut lui faire des choses
qu'il n'est pas prévu. Donc je vous ai dit, le danger c'est la fonction get. Si on met une variable trop longue, il va écrire sur le reste de la mémoire. Donc on va faire ça. On va voir ce qui se passe. Donc on redémarre. J'ai laissé le breakpoint. Oui, bon c'est pas grave. Je laisse le breakpoint là où il est. Donc on va saisir un mot de passe, mais on va saisir un mot de passe très long. Je reste appuyé sur la touche, je m'endors dessus, voilà. Mot de passe long. Entrée. Donc là, on a atteint le break que j'avais mis hein, au niveau de la comparaison, de la chaîne de comparaison. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours une variable qui contient A 68. Alors il y en a 68. Tiens non. Voilà, donc 68. On a Alice est nul là qui sert de mot de passe comparaison. On a toujours le RIP qui contient donc la chaîne suivante. Et ma foi, on voit rien de spécial. Tout a l'air d'être correct, c'est-à-dire qu'on a toute notre saisie qui est là, et il va le comparer à Alice est nul, et jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit par contre? C'est que la stack, ici, elle est remplie de A en fait. Vous voyez là, il y a A63 time, A54 time, donc, on a quand même tout écrasé ce qu'il y avait dans la stack. Donc ça va forcément poser un problème, et effectivement quand on continue le programme, qu'est-ce qu'on... Alors il se passe toujours rien, hein, il a dit mauvais mot de passe, etc. Mais au moment de se terminer, alors là évidemment il m'a affiché plein de trucs, voilà, il a mis, il y a un segmentation fault. Ça veut dire que à un moment du programme, il s'attendait à trouver une instruction lui disant d'aller ailleurs, en fait, hein, globalement de revenir à un état spécifique de la mémoire, et il l'a pas trouvé, et c'est parti en sucette, et c'est la fin. Donc il a planté. Donc le programme ne plante pas au moment où vous mettez le mot de passe, là en l'occurrence sur ce programme-là, mais il plante à la fin. Donc on a écrit quelque chose à la fin, et quand on est tombé dessus, bah c'était la merde. Donc ils nous ont fait un petit état des registres, donc en fait on retrouve toujours notre AA là qui fait chier, et en fait vous voyez toute la stack elle est remplie de A, donc là où il aurait dû avoir une instruction qui dit bah c'est la fin du programme, tout va bien, et ben en place, à la place il a plein de A. Donc c'est là notre buffer overflow. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc le buffer overflow, c'est le fait qu'on écrive au-delà de la mémoire, mais à partir de là, on a écrit des choses dans la stack, donc là j'ai mis que des A, mais si je mettais des choses qui se traduisent en instructions assembleur, alors il va exécuter de l'assembleur. En l'occurrence, c'est pas aussi direct que ça, mais je vous invite encore une fois à voir les vidéos, mais voilà, on peut écrire des choses dans la stack, et ces choses-là vont être interprétées. Nous, ce qu'on veut, c'est, là en l'occurrence, appeler la fonction debug. Parce que c'est la fonction qui a l'air intéressante, c'est la fonction qui a l'air de faire des trucs. Donc on veut appeler la fonction debug. Pour appeler une fonction, en assembleur, hein, c'est pas compliqué, on met l'adresse de la fonction, l'adresse en mémoire. Donc en fait, vous avez la stack là qui défile, et à un moment donné, il arrive à un moment de la stack qui lui dit, bah va regarder l'adresse truc. Donc c'est vraiment juste l'adresse, quoi. Il y a l'adresse, hop, vas-y. Très bien. Donc c'est comme ça qu'on appelle la fonction. Donc si je veux appeler la fonction debug, il faut que je sache où elle est en mémoire. Pour ça, bah, je demande à GDB. Où est ma fonction debug? Alors attendez, si je mets ça, il va tout me dire. Ouais, bon, c'est pas grave. Je crois qu'il va m'en mettre trop parce qu'il a chargé toute la libc. Ça va être galère. C'est effectivement galère. J'espère que c'est à la fin. Non-debugging symbole, plif plaf plouf. Oui, debug, il est là. Donc ça... si je ne m'abuse, je ne sais pas, mais ça normalement, attendez. Ça devrait être normalement la fonction debug, l'adresse de la fonction debug. Pas tout à fait sûr, parce que j'avais une autre adresse quand j'avais fait mes prises de notes, donc on va voir si c'est ça. Ce qu'il peut y avoir, effectivement, ça on l'avait vu dans mes vidéos sur le reverse engineering, ce qui peut se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on démarre le programme, l'adresse du programme pourrait être différente, c'est-à-dire qu'il charge en mémoire mon test, mon binaire test, il le met en mémoire, il le met là où il y a de la place. Il pourrait être à des endroits différents à chaque fois de son démarrage. Donc on va vérifier ça. Là, hop là, on est... comment je pourrais voir non, je vais faire un 10s main plutôt, ça va être plus clair. Voilà. Ça, c'est l'adresse du main. C'est l'adresse de démarrage du main. D'ailleurs, oui, j'aurais pu avoir l'adresse de debug avec ça. Donc on va le copier quelque part. N'importe, je vais le copier là-dedans, c'est pas grave. Hop, donc là j'ai gardé l'adresse de la fonction main quand il était lancé par le programme. On va donc quitter et on va relancer le programme. Voir si il est toujours au même endroit dans la mémoire en fait, vous voyez, s'il est toujours mis dans la mémoire au même endroit. Donc 5, 5, 5, 5, 5, 5.
485C, on est d'accord, 485C, donc là, le programme se charge toujours au même endroit, donc ça c'est une première chose. Après, si vous voulez faire le hard mode, il faudrait aussi regarder où se gère la glibc, donc la partie qui contient les fonctions de la librairie C, donc les fonctions put, les fonctions get, etc. Il faudrait voir aussi où elles sont, si c'est dynamique ou pas. Là en l'occurrence on n'en a pas besoin dans notre cas, donc on va pas s'emmerder. Mais nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que les fonctions de notre programme, donc main et debug, sont toujours chargées au même endroit dans la mémoire. Donc main, il est à cette adresse-là, et debug, il est là. Voilà, ça, c'est debug. D'ailleurs, oui, je sais pas pourquoi, dans mes notes, j'avais pas mis cette adresse-là. Mais bon, je l'avais mis où, moi? D0, D0... Bah, c'était peut-être pas au même endroit, hein. Va savoir. Va savoir, peut-être que quand j'avais fait mes tests, il y avait un truc qui avait changé. Bon, c'est pas très grave. Là, toujours est-il que, en tout cas, on est toujours au même endroit, donc on sait que la fonction debug, elle est là, et démarre là. Tu peux faire un checksec. Checksec, c'est une commande JDBA, ça? Checksec. Ah oui, c'est pour savoir, d'accord. En fait, justement, c'est le fameux, ce que je vous dis, hein, qui fait que ce qui fait que ça peut bouger dans la mémoire, mais je sais pas c'est lequel, le pointeur qui dit ça. Non, le checksec c'est plus pour savoir si tu peux écrire sur la stack. Là en l'occurrence tu peux pas. Donc t'as pas le droit d'écrire, enfin t'as pas le droit d'écrire des instructions assembleur directement sur la stack. C'est-à-dire que si je mettais en assembleur une instruction qui dit ouvre-moi un shell directement dans la stack, ça marcherait pas. Il faut que j'appelle une fonction qui elle-même appelle le shell. Donc, revenons à nos moutons. Donc on veut toujours, c'est toujours notre objectif, faire tourner, enfin lancer des bugs. Donc, pour ça, on va le faire, on pourrait le faire là, directement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir qu'on écrive dans la stack cette adresse-là. Ok, ici, là. Cette adresse-là, il va falloir qu'on la foute dans notre stack. Mais pour ça, il faut arriver à écrire au bon endroit dans la stack. Pour savoir en fait quel est le bon endroit, en fait ce qu'il faut qu'on fasse quand le gets récupère son mot de passe et écrit dans la mémoire, je vous ai dit, il écrit dans sa case, puis après ça déborde. Mais on sait pas quelle taille elle fait la case en fait, la case là où il écrit. Donc on va regarder ça, on va regarder quelle est la taille nécessaire à partir de laquelle ça commence à merder si vous voulez, à partir de laquelle on déborde. Donc il y a plusieurs méthodes, on va dire la plus simple c'est bêtement je fais tous les... Alors attendez, je vais enlever tous les points. Hop, non, c'est quitte. Voilà, comme ça j'ai enlevé tous mes breakpoints chiants. On va laisser le programme s'exécuter. Et donc on va écrire comme ça. On va écrire en fait non pas plein de A, mais une chaîne de caractères différents, vous voyez, pour que je puisse savoir à quel endroit ça coupe en fait. Donc A, W, X, Y, Z, je ne sais plus mon alphabet, si c'est bon. Voilà, donc là j'ai 26, hein, oui c'est ça, l'alphabet c'est 26 lettres. Je suis un peu fatigué, j'ai rien à boire, c'est pour ça, je me dessèche. Donc on a mis l'alphabet, et du coup comme ça, donc le gets va écrire en mémoire, et va déborder. Mais du coup on va savoir à quel moment il coupe, à quel moment le débordement se fait. Donc mauvais mot de passe, donc ça fait une segmentation fault. Hop, elle est là, hein, segmentation fault. Et donc là on regarde un peu l'état du truc. L'état du truc nous dit que... Non, je le vois pas. Ah, je le vois pas. Alors il vaut mieux... Comme là du coup, bah, en fait on a déjà fait l'erreur. Typer pour que Chaos puisse s'offrir du cacolai. Alors je vous rassure, ça sert pas à ça. Mais oui, si vous voulez, je prendrai avec plaisir. Mais c'est plus pour en financer le matos. Et ma vie quand même, si manger, c'est bien aussi. Donc là en fait on est trop tard, donc en fait il faudrait que je mette un breakpoint juste avant que sa segmentation fault. Sinon on va pas voir où ça a coupé en fait. Quoique si, on peut le voir là. Ouais mais c'est pas clair. Je vais vous montrer plus clairement en faisant un point en fait de break juste avant que sa segmentation fault. Donc en fait si je fais ici là qui est la fin du programme, si je mets un break ici, non c'est pas ça, c'est ça, voilà. Là j'ai mis un break juste avant la fin, donc c'est à dire qu'il va pas aller à l'instruction read qui est celle qui passe en segfault, donc qui fait bugger tout le programme. Il va s'arrêter juste avant. Donc on recommence. Hop là, donc ABCD, EFGH, I, J, K, L, M, N, O, PQR, STU, VW, X, Y, Z, on y arrive, j'ai du mal. Entrée, voilà, hop.
Donc là, on n'a pas encore segfault, on est juste avant. Et on n'a pas encore planté. On est juste avant. Et donc juste avant, qu'est-ce qui se passe? Donc il va faire l'instruction ret. Et en fait, quand on regarde la stack, il y a toute notre trace de bordel. Donc ça a coupé à V. Donc ABCD majeur 1 jusqu'à V. Donc jusqu'à U, en fait. Voilà, U. Donc on a tout ça qui reste bien dans la variable gets. Et la partie après qui est du surplus, qui est le buffer overflow. Donc c'est cette partie-là, vous voyez, le VW, donc c'est à partir de là, tout ce qu'on va écrire va se retrouver ici dans la stack, au moment de la fin du programme, quoi, hein, ça va être en haut de la stack à la fin du programme, et donc vu que ça va être en haut de la stack à la fin du programme, bah, il va l'exécuter. Donc au lieu qu'il exécute VWXYZ, et forcément il sait pas le faire, donc il va rien se passer, là on va mettre une instruction qui va appeler la fonction debug. Ou qui va faire autre chose, mais là en l'occurrence, nous, qui va appeler la fonction debug. Donc la fonction debug, il me faut son adresse, mais je crois que j'ai déjà mis, oui c'est 4820. Donc j'ai la fonction debug, c'est 555 machin 4820. Donc, vous le voyez là? Attendez, j'ai plus ma caméra, voilà, si vous le voyez bien. Donc on va devoir injecter ça, comme adresse, dans la saisie de notre mot de passe. Alors on va pas le faire en GDB parce que c'est casse-couille, on va le faire en Python, ça va être plus simple. Alors au fait, si vous comptez avec moi, vu que ça coupe à U, de A jusqu'à U, nous avons combien de colonnes? Nous avons combien de lettres? Ça fait 22 colonnes, donc 21 lettres. Là, il y a 21 lettres. Donc, on écrit 21 lettres, et ce qu'on met après, c'est l'adresse 22. Peut-être 22, je ne sais plus compter. Je vous fais confiance dans le chat, on va dire 22. 21, 22, mettez-vous d'accord. Ah, attention, mettez-vous d'accord. Il y a combien de lettres de A jusqu'à U? Allez, on compte ensemble. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Ah bah alors, Tama Minus, tu t'es trompé. Il y a 21. 21. Donc il y a 21 caractères, donc on va faire en Python, je vous dis c'est plus simple. Hop là, je quitte là. Donc on va injecter notre mot de passe dans le binaire. Comment on va faire? Donc si on fait juste comme ça, 21 et demi, ouais, c'est ça, on coupe la poire en deux. Donc si on fait juste comme ça, là on sait le mot de passe, voilà, bon c'est chiant, ça va pas être simple à manipuler. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit peu de Python. Pour ça j'ai mon anti-sèche là à côté. Hop, donc Python, hop là. Là, on va faire un print de la chaîne qu'on veut, hein, donc on va voir ce qu'on met exactement ici. Print, tac, tac, et en fait, hop, on va l'injecter comme entrée du binaire test. Donc là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que je lance test, et dès que ça demande une saisie de quelque chose, et ben ça tape ça dedans, voilà. Donc c'est juste pour simplifier les choses, parce que c'est plus simple de saisir parce que là on va être obligé de saisir des caractères hexadécimaux, c'est plus simple de le faire comme ça en Python que directement dans le GDB. On pourrait, hein, mais c'est plus simple. Donc là, bon, si je fais ça, là il va me dire que c'est pas le bon mot de passe, hein, puisque j'ai saisi n'importe quoi. Si je mets Alice est nul, là on peut vérifier que ça marche bien. Alice hop, est nul. Hop, vous voyez, ça a bien déclenché. Donc on vérifie bien que ça a saisi à l'intérieur. Donc on a dit 20 caractères à la con. 21 caractères à la con. Donc 1, 2, 3, 1, donc jusqu'à U. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Voilà, 21 caractères. Et donc, derrière, on va mettre autre chose. On va mettre des choses qui nous intéressent nous. À savoir, l'adresse de la fonction debug, je vous ai dit. Donc l'adresse de la fonction debug, je l'ai marqué ici. Donc, alors là, je vais pas, parce que je vois que l'heure passe, il est déjà 55, on va pas non plus y passer la nuit. Donc je vais pas vous refaire tout le détail, mais je vous réfère aux vidéos sur le reverse engineering. Il faut écrire l'adresse d'une certaine manière, c'est le fameux c'est Little ou Big Endian, je ne sais jamais, enfin, en gros on écrit l'adresse à l'envers, c'est-à-dire que là elle est, ça commence par 55 machin, ça finit par 4820, nous on va le faire à l'envers. Dans l'autre sens, c'est Little Indian, voilà, c'est puisque nous dit le chat, c'est Chris qui le dit, si Chris le dit, c'est souvent vrai. Hein. Donc, 20. Donc en fait, on prend 2 par 2,
parce que c'est de l'hexadécimal. On prend 2 par 2 comme ça, vous voyez. Hop, hop, hop. Et on les met à l'envers. Donc là, ça va être 20, 48, 55, etc. Donc, l'adresse, donc c'est 20, 48 du coup. 48. Et alors le petit X, c'est pour dire que c'est de l'hexa, parce que normalement, en fait, il faudrait rentrer le caractère hexadécimal correspondant à 20, correspondant à 48, mais il n'y a pas toujours de caractère. Donc 55... 55, j'ai combien de chiffres là 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en faut 6, j'en ai mis 4. Donc 55 encore, il y en a combien de 55 1, 2, 3, 4, il y en a 4, donc c'est ça. Hop, hop, voilà. Donc, mon blabla qui sert à rien, suivi de l'adresse de la fonction debug. On est OK? Normalement. Si j'appuie là, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons déclenché quelque chose. Donc, a priori, la fonction debug, qui nous dit lancement debug, code retour 0, et puis bah erreur de segmentation, parce que bah forcément, à un moment donné, il était en train de chercher la fin de main, on lui donne le début de debug, donc il va à la fin de debug, mais il cherche toujours la fin de main et il l'a toujours pas. Donc on l'a écrasé à un moment donné, on lui a pardonné, il faudrait mettre au bout, si vous voulez pas avoir de segmentation fault, c'est possible, hein, il faudrait qu'au fait, au bout de l'instruction qui appelle debug, je vous montre avec mon doigt, mais ça sert à rien de montrer avec son doigt, vieille habitude, voilà, ici, là. Faudrait, au bout de l'adresse qui sert à appeler debug, faudrait rajouter l'adresse de fin, en fait, de main. Celle qu'il avait au début et qu'on a tout écrasé en fait. Celle qui se trouvait là avant qu'on mette nos gros doigts dedans. Donc il a fait quelque chose, on sait pas quoi, enfin si, on sait, puisque justement je vous dis, on a regardé, on a exécuté la fonction debug, c'est sûr, parce qu'il y a un affichage quand même qui indique qu'il se passe des choses, et on sait que la fonction debug, elle a fait quoi? Elle a fait, parce que c'est, voilà, c'est ça, hein, c'est le texte qu'il y a là, elle a fait un touch de root authorized Bob. À partir de là, donc soit vous avez compris le gimmick, hein, j'arrête pas de vous répéter, l'astuce de ce catch flag depuis le début, qui a toujours un petit peu la même forme, soit vous l'avez pas compris et vous exploitez à fond la faille là qu'on vient de voir. Au lieu de lancer des bugs, vous mettez au bout un gadget, vous mettez au bout un appel à une fonction put, qui va elle-même appeler la libc, enfin voilà, vous allez pouvoir mettre au bout tout ce que vous voulez, je vous invite à revoir mes vidéos qui détaillent de tout ce qu'on peut faire en attaque derrière. Le binaire est tout à fait attaquable par une technique de rob chain et de retour à la libc, d'autant plus que là la mémoire est non dynamique, enfin le placement en mémoire elle est invariant, donc à chaque fois que vous démarrez vous serez toujours au même endroit dans la mémoire, c'est plus simple que si ça bougeait tout le temps. Bon, là, en l'occurrence, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Et justement, en fait, si vous avez bien compris le gimmick depuis le début de ce catch flag, à chaque fois qu'on avait débloqué quelque chose, il fallait revenir en arrière, un petit peu faire une vision d'ensemble pour voir ce qui se passe. Donc dans le FTP, quand on avait posé le fichier, il se passait rien. Mais si on revenait en arrière et qu'on refaisait un scan des ports, on voyait que ça avait bougé. Il y avait des nouveaux ports ouverts. Même chose pour le serveur Apache, quand on uploadait un fichier, il se passait rien. Mais si on revenait un peu en arrière, on voyait qu'il y avait un port SSH qui s'était ouvert. Et ben là c'est pareil, on a fait quelque chose, manifestement c'est quelque chose qui est pas... Enfin je veux dire on est toujours pas root quoi, hein, on est toujours Bob. Donc a priori il ne se passe rien, sauf que s'il se passe quelque chose, et ce quelque chose, et ben c'est que maintenant, on a les droits non, pas ça, c'est pas ça. Mais j'ai pas le mot de passe Bob. Ah, attendez. C'est un sudoueur, non, c'est quoi déjà les droits? Comment on dit non, non, c'est pas ça que je veux voir, c'est les droits que j'ai. Je veux afficher en fait. C'est 4 sudo? Non, sudo, non. Sudo tout court. Sudo L, voilà, sudo moins L. Ça y est, c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Après, il y a plein de choses, mais c'est ça que je voulais vous montrer. Ah oui, mais non, on n'a pas le mot de passe de Bob. Donc non, je peux même pas vous montrer sudo L. Donc en fait, ce qui se passe, en tout cas, c'est qu'effectivement, on a les droits sudo qu'on n'avait pas avant. Donc vous le savez à force de creuser, mais attendez, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché? Ah ah! On va être obligé de passer par l'autre méthode?
Non, quand même pas. Ah mais non, ça y est, je sais, ne pas de panique. Il a fait un touche uniquement, oui alors déjà il a fait un touche sur un fichier qui est pas parlant, hein. En fait c'est, là vous voyez, il a fait un authorize Bob, bon alors le nom de fichier est parlant, mais c'est parce que ça déclenche des cron tabs derrière. Et effectivement, en plus je viens de vous le dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en arrière, on n'est pas revenu en arrière, on n'a pas bougé, on est toujours au même endroit. Alors, si c'est passé quelque chose, si ça nous a effectivement, comme dit le fichier, si ça a autorisé Bob, donc probablement avec du sudo, il faut revenir en arrière pour le savoir. Et pour revenir en arrière, eh ben, on fait un petit exit, on revient en arrière. Et on y retourne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, on a les droits. Voilà. Ça y est, on y arrive. Mais ça, normalement, là je vous le fais à toute vitesse, et en plus je connais la solution, mais normalement c'est des petits pièges qui vous font perdre du temps, bien sûr. Mais là, en fait, vous avez bien résolu le challenge, c'est-à-dire que vous avez bien exécuté la fonction debug, qui était la fonction qui demandait à être laissée. Il se passe un truc qui quand même donne un gros indice sur le fait que ça autorise Bob à quelque chose, et en fait l'autorisation, évidemment, elle est portée que quand vous recréez une session. Parce que l'autorisation, quand vous êtes logué, si vous changez quelque chose dans votre sudo, tant que vous êtes logué, ça prend pas en compte les modifs. Il faut se déloguer et revenir pour que les modifs soient visibles. Donc là, normalement, le sudo -l doit marcher. Oui, voilà. Le sudo -l marche. Il est là. Hein. All, no password, all, voilà. L'utilisateur Bob peut tout faire. Donc, nous sommes root. Voilà pourquoi j'avais pas trouvé. Mais oui, Asborg. Et du coup, effectivement, ton autre méthode marchait aussi, mais toujours ce... Alors évidemment, c'était la partie la moins évidente. Et là, quand on le fait rapidement, on se dit, bah, comment t'aurais pu trouver ça? Bah, tu cherches, hein, voilà. Mais ce qu'il fallait vraiment, c'était comprendre ce fameux gimmick de, on fait quelque chose, il se passe rien, on revient en arrière. Toujours. On revient en arrière, on refait le point, on refait l'état des lieux. T'as pas compris comment ça change de sudo? Alors on va regarder. En fait, ça n'a rien de logique, hein. Ça crée un fichier qui s'appelle authorizeBob. Vous voyez, ça fait un touch là. Donc dans le /root, ça crée un fichier qui s'appelle authorizeBob. Et il se trouve qu'il y a des routines dans Crontab, mais ça vous pouvez pas le savoir, c'est les mécanismes internes du cache de flag, mais là maintenant on est root, on peut les voir. Il y a voilà, tout un tas de crontab qui sont là en fait. Hein. Check Apache, check sudo, machin et tout, qui vérifie effectivement qu'il y a un fichier authorizeBob qui existe. S'il existe, alors je lui donne les droits sudo. S'il n'existe pas, alors je lui donne pas les droits. Donc ça, c'est les mécanismes internes. Donc on n'était pas obligé d'aller par le chemin, voilà, qui est pas forcément évident, mais qui apprenait des choses hein, sur la façon de. Je vous dis, la leçon de ce cache de flag, c'est toujours on revient en arrière, on fait le point. Bon. Comme c'était pas forcément évident, j'en connais qui l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont bourré le binaire qui permet de faire, d'aller bricoler des tas de trucs. Bah, on peut créer un touch en TMP, oui et non, c'est-à-dire que ça sert à rien. C'est-à-dire que tu crées un fichier, mais tu en crées pas le contenu, tu gères pas le contenu, il a des droits qui te servent à rien. En fait, là l'intérêt, ce qui permet de te monter en catégorie, si tu veux, c'est que le fichier existe. Dedans, il n'y a rien, il est vide le fichier. Il n'y a pas il n'est pas exécuté en fait. Il vérifie juste la présence du fichier. Et donc, tu voulais faire quoi du coup? Ah, tu voulais tricher sans passer par le binaire et faire écrire avec un lien le fichier authorizeBob, c'est ça que tu voulais faire? J'ai pas essayé. Je sais pas. Avec le binaire, bah ça sert à rien. Franchement, là je vois pas trop où tu veux en venir, parce qu'il n'exécute pas authorizeBob. Donc même si tu le fais créer un fichier ailleurs, ça te fait une belle jambe, il sert à rien, ton fichier il est vide. Bon, il est 14h, normalement je m'arrête, mais je vais vous faire un petit peu l'après-coup. Hein. Bon, par contre, si quand même, on est arrivé, faut quand même que je vous montre le flag. On est arrivé à la fin. Flag de fin, voilà. Bravo à toi pour avoir vaincu le serveur de Bob, c'est pas si simple si tu y es parvenu. Parce que c'est pas si simple, mine de rien, la phase finale était un petit peu sioux, mais il y en a sur le Tipeee qui ont réussi, donc vous êtes bons. Reprends des forces, et à bientôt peut-être pour un catch the flag qualifié au Fun 3. Peut-être. Je l'ai assez teasé, je pense que j'en ferai un, mais pas tout de suite évidemment quand même. Et un beau ASCII art, you did it.
Alors, si on va regarder un petit peu comment il fonctionnait, donc ce fameux cache de flag, donc là il y a le fichier AuthorizeBob qu'on a créé, hein, grâce à notre binaire. Je vais virer ça derrière. Hop. Donc, vous voyez, mes caches de flag, c'est toujours un peu pareil, ils sont pas compliqués. Ils nécessitent pas une technicité incroyable. Dans Touch, tu mets bin bash. Ah oui, bah là c'est autre chose. Là c'est tu fais une autre commande, tu fais pas AuthorizeBob, tu passes par comme a fait Asborg en fait, en passant directement en Robchain et tu appelles bin bash, enfin voilà, tu fais un shell. Donc oui, je vous disais, les mécanismes derrière. Donc on a le petit AuthorizeBob, on a donc le check Apache, celui-là il vérifiait que... je sais même plus ce qu'il faisait. Alors il vérifie que vous avez mis le fichier clé dans le répertoire serrure du VFTP, donc c'est ça qui déclenche l'apparition du serveur Apache. Le check upload, je vous ai dit tout à l'heure, c'est celui qui vérifie que vous avez au moins uploadé un fichier pour lancer le service SSH. Donc à partir du moment où vous avez uploadé un truc, n'importe lequel, SSH est disponible. Et donc le check sudo, ça c'est la dernière étape. Ça c'est tu vérifies la présence de AuthorizeBob. Et s'il y est, eh ben, tu lui donnes les droits sudo. Donc voilà le mécanisme qui était derrière. Il y avait aussi tout un tas de fonctions qui permettaient de, à chaque fois qu'on reboot la machine en fait, de la rebooter propre. Donc il vire les fichiers qu'on upload, il éteint tous les services Apache, FTP, etc. Il enlève la clé dans la serrure, il enlève les droits de Bob, enfin voilà, il fait tout ça. Il y avait aussi un fichier, enfin un cron tab qui sert à virer la LSR. Donc la LSR, c'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous chargez un programme, il est dans un endroit différent de la mémoire, donc ça évidemment, fallait l'enlever, c'était plus simple. Bon, j'aurais pu le laisser, hein, le catch de flag est faisable tout pareil, avec de la LSR, c'est plus chiant, c'est tout, voilà. Là je vous ai fait la version simple, là il y avait ah oui, si vous écrasiez le htaccess, bah, je remettais un vrai, bon voilà, et vous avez même le programme en C, qui est donc exploité, qui devient le binaire test. Voilà à quoi ressemble le programme en C en fait. Donc vous avez bien la fonction debug, qui fait donc affiche lancement debug, qui fait un appel système et qui fait un code retour, mais qui est jamais utilisé en fait. La fonction debug elle existe mais elle n'est pas utilisée. Et là vous avez la fonction main avec son petit affichage de mot de passe, le fameux gets qui est donc le point faible du binaire, la comparaison de string avec Alice est nul en plus avec le mot de passe directement dans le binaire, donc ça c'est moche, hein, faut pas faire ça. Donc c'était facile à trouver, avec les petits printf différents suivant ce qu'on a mis, et appuyer sur une touche pour terminer le fichier. Donc voilà, vous avez même le code source. Si tu veux puis image, non, mais il y a une troisième voie. Et bah écoute Chris, je subodore ce que tu veux, j'ai pas tout bien, je le fais pas souvent, mais j'ai pas tout bien compris, mais n'hésite pas à le faire, voilà, hein, après tout, t'as le droit de faire un write-up comme les autres, et puis si t'as trouvé une autre solution, bah n'hésite pas. Une solution, donc du coup, si je comprends, enfin non, ce qui utilise quand même le binaire, donc je vois pas trop bien, ce que tu veux faire, bah n'hésite pas à tester, tout simplement, hein. Après tout, le catch flag il va pas s'envoler, donc t'as le droit de continuer à jouer avec. Si tu trouves une autre voie, bah tant mieux, t'auras bonus point pour avoir trouvé une autre solution. Donc en gros, là, les solutions que moi j'avais, c'était soit donc appeler des bugs, soit exploiter gets de manière brutasse et de faire popper un shell directement dedans. CF, le tuto que j'ai fait sur le reverse engineering. Et apparemment donc il y aurait une troisième piste que Chris a fait en changeant une variable d'environnement. Je vois pas trop bien. Oui, en fait tu veux changer ce qu'il y a là. Tu veux que l'appel système n'appelle pas cette instruction là, mais autre chose. Je sais pas si tu vas pouvoir écrire autre chose ici. Essaye, essaye, tu verras bien ce que ça fait. Mais c'est un touch, hein, je ne l'écris pas. Donc, enfin, le fichier est vide. Donc je pense que tu te gourres dans le... Je n'exécute pas le fichier que je crée. Le root machin là. Je le fais juste, je le crée, c'est tout, il est vide. Je l'exécute pas. Donc, je pense que c'est là que j'ai un doute sur ce que tu veux faire. Mais bon, si tu y arrives, tant mieux. Hein, si tu l'as déjà fait, bah écoute, montre-nous la troisième voie, la voie du milieu, je ne sais pas, l'autre voie, la voie dark. Mais de toute façon, c'est ça aussi le hacking, il y a toujours des tas de solutions, et c'est ça qui est fun, hein. Ça se trouve, il y a peut-être même d'autres trucs, hein. Il y a peut-être moyen de faire popper des choses complètement en travers que j'ai pas fait. Donc, on verra bien. Bah voilà,
Du coup, fin du tuto KFioFan 2. On a tout fait, vous avez tout vu. J'espère que ça vous a plu, et donc prochain un jour peut-être, enfin pas tout de suite, mais on va dire pas avant 6 mois, 1 an, je vous ferai l'épisode 3 qui sera plus dur bien sûr, mais qui, toujours de la même manière, mettra en pratique tout ce que je vous ai montré dans mes lives. Depuis le début, là en l'occurrence c'était le cas, hein. Bon, envoyer un fichier sur le FTP, ça on va dire que c'était pas dans mes lives, mais j'avais parlé un peu de Stegano, donc bon, on a fait de la tout petite Stegano, mais on en a fait quand même. Après, l'exploitation du serveur web avec un upload de fichiers, et un upload de fichiers en PHP 3 et écraser le htaccess, ça je l'ai fait dans d'autres lives, donc je vous l'avais déjà montré. Et la partie finale où on dépiote un binaire, ça c'est pareil, je vous ai fait un gros tuto pour vous expliquer comment on faisait du reverse engineering. Donc si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous aviez normalement toutes les techniques pour finir ce catch flag, et d'ailleurs il y en a qui l'ont fini. Après il y a des petites subtilités, effectivement, c'est pas un catch flag, en fait il est pas compliqué, mais il est des fois tordu, voilà, et du coup c'est pas aussi simple que ça, parce que typiquement j'ai eu pas mal de cas de gens qui des gens qui ont dû le voir sur Vulnub, je pense, parce qu'ils me causaient en anglais, qui m'ont dit on comprend pas la fin, on n'arrive pas à la faire, et entre autres choses qui devait bloquer pas mal les gens, c'est le fait que c'est un 64 bits. Et ça, dans les catch flags, c'est rare en fait. On a souvent des binaires en 32 bits avec des registres plus simples à gérer, etc. Et c'est vrai que je tombe pas souvent sur des 64 bits, je sais pas pourquoi. Il y avait ça, il y avait le fait que le binaire en soi, alors quand on faisait la voix par le debug, était pas, voilà, fallait se déloguer, revenir, etc. pour voir les droits arriver. Donc il y avait des petites subtilités comme ça qui font qu'il y a pas mal de gens qui ont bloqué. Mais il y en a qui ont réussi, donc il est faisable, hein. C'est pas juste moi qui crois qu'il est faisable, les gens du Tipeee ont réussi. Donc c'est qu'il est faisable de base, et puis en plus peut-être avec d'autres solutions. Et bien sur ce, eh bien, je vous dis à une prochaine. Alors du coup, je sais pas quand, voilà. Hein, alors je vous avais dit la dernière fois qu'il devait y avoir une autre vidéo qui aurait dû arriver la semaine dernière. Elle n'est pas arrivée parce que malheureusement, c'est une vidéo où je suis pas tout seul. Et l'autre personne avait des contraintes de planning qui n'ont pas collé, et du coup, on n'a pas pu faire la vidéo. Donc voilà, c'est ça de faire des vidéos à plusieurs. C'est dépendant de plusieurs personnes. Et le planning, c'est compliqué, donc j'ai pas pu la faire. Peut-être cette semaine, mais je garantis plus rien, donc il y aura une vidéo plus tard. Voilà, j'ai 2 vidéos là dans les tuyaux, une que je suis en train d'écrire pour moi, enfin où je suis tout seul, donc celle-là elle peut sortir, mais je suis en train d'écrire, et une autre donc avec une autre personne qui est une interview, hein, voilà, pour faire simple, qui n'est pas encore faite parce que faute de planning concordant. D'ici là, donc ces 2 vidéos là sortiront, je ne sais pas quand, en été. Voilà, sans doute, en automne peut-être, si tout va mal, mais en été peut-être. Au niveau live pour l'instant, j'ai rien d'autre à vous faire pour le moment, donc je pense pas qu'il y en aura la semaine prochaine. On va voir, hein, sauf si il y a des hurlements qui me réclament et vous avez des idées, mais bon, j'essaie de diminuer un petit peu aussi le rythme, je vous ai déjà dit, hein, parce que faut que je gagne des sous à côté, donc n'hésitez pas, contribuez au Tipeee, plus il y en a, plus je peux faire des vidéos, parce que plus je peux me consacrer uniquement à faire des lives et des YouTube. Après je pars en vacances, de toute façon en mois d'août tout le monde est en vacances, donc je m'inquiète pas trop, je ne vais pas vous manquer. Profitez des plages, profitez de la montagne si vous voulez, profitez de ce que vous voulez en fait, hein, profitez de chez vous, de votre jardin si vous voulez aussi. Moi je vous dis donc bonnes vacances, peut-être qu'il y aura des vidéos qui défileront pendant le mois d'août, je ne sais pas encore, je vous dis qu'il y en a 2 dans le tuyau mais elles ne sont pas faites. Et à la prochaine, voilà, allez salut.